Bonsoir. Aujourd'hui, l'association des membres HCFR est très heureuse d'accueillir Davis Acoustics, l'entreprise française produisant des enceintes acoustiques, et plus particulièrement Olivier Visan. Olivier, est-ce que tu peux, avant que l'on ne commence, dire juste quelques mots pour qu'on puisse situer ta voix dans ce podcast? Oui, bonsoir. Alors moi, je suis Olivier Visan. Je suis actuellement le directeur de la société Davis Acoustique. J'ai hérité de cette société puisqu'elle a été créée par mon père en 1986 et je travaille en tant qu'ingénieur depuis 2000. Eh ben, c'est formidable. Thomas Grébert, Thomas Grébert. Oui, bonjour, donc moi Thomas Grévert, directeur commercial de chez Davis Acoustique depuis 4 ans. Eh Merci de bien, nous inviter à eh ben, à écoute, parler de la marque. Alain, Et Askill sur le forum HCFR, voilà. Évidemment passionné par le son, par les enceintes acoustiques, par tout ce qui tourne autour de la musique et de la haute fidélité. Cyril, Oui, bonsoir Cyril du forum HFR. Oui, donc je suis actuellement passé à la concurrence, mais j'ai eu pendant quelques temps des enceintes Davis Acoustics, notamment des Cézanne, des Matisse et une ancienne Valmont. et l'enceinte Eva que tu as Et également. puis Riva, oui, dans une Oui, configuration particulière. ouais. Hubert, Oui, bonsoir à tous. Hubert, agnostiqué sur le forum HCFR. Je fais partie de l'équipe DAI, avec pour DIY. DIY, avec pour passion la conception d'enceintes acoustiques haute fidélité, tout simplement, comme Davis. Eh oui. Et oui. Et moi-même, je suis Hugo S, sur le forum HCFR. Voilà, eh bien, sans plus tarder, je vais repasser la parole à Olivier. Donc, Olivier, aujourd'hui, tu diriges la société donc, Visan Acoustics depuis quelques années, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est une histoire familiale? Alors tout à fait. Moi, je suis rentré dans la société en 2000. Mon père à l'époque était le PDG et ma mère y travaillait également Mmh. pour toute la partie administrative. Et puis, je suis rentré en tant qu'ingénieur. J'ai commencé à mettre au point quelques enceintes, quelques haut-parleurs, et puis actuellement, c'est moi qui m'occupe de toute la partie technique, la recherche, le développement. Eh ben, aujourd'hui, Davis Acoustics, c'est combien de personnes? Alors, on est une équipe d'une dizaine de personnes. Ouais, c'est déjà une PME, et depuis aussi longtemps, donc on reviendra tout à l'heure sur l'histoire. Hubert, puisque tu as testé l'enceinte acoustique Davis Eva, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur cette enceinte qui a été particulièrement appréciée par ces quatre testeurs? Oui, bien sûr. Alors, c'est une petite enceinte dite de bibliothèque qu'on peut donc installer soit sur un meuble, dans une bibliothèque, ou sur pied. Ses dimensions sont d'environ une trentaine de centimètres de haut, 16 centimètres de largeur et une vingtaine en profondeur. C'est un petit gabarit. Elle fonctionne sous le principe du basse réflexe. Donc, vous avez un évent qui est vers l'avant, qui génère les basses fréquences vers l'avant. Donc, avec possibilité de placer cette enceinte relativement proche d'un mur arrière de ce point de vue-là. C'est une petite deux voix avec un haut-parleur
si je ne m'abuse, de 13 centimètres à membrane en fibre de verre jaune, qui rappelle l'esthétique des haut-parleurs en Kevlar. Hein. Olivier, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. C'est tout à fait ça. Et avec 8 tweeter classe 25 mm avec une membrane en tissu. Le rendement est de 88 dB à 1 kHz environ, pour une bande passante qui, je crois que j'avais mesuré l'accord du bass réflexe aux alentours de 55 Hz. Voilà. Et si vous me permettez, puisque Hubert et moi avons réalisé la vidéo d'unboxing de l'enceinte Davis Acoustics EVA, personnellement, j'ai été vraiment bluffé de l'apparence de cette enceinte, puisque la particularité de ce produit, c'est d'avoir des bords arrondis. Donc tous les côtés sont arrondis, et en dessous, donc il y a un socle noir, et esthétiquement, c'est une enceinte qui est superbe. On l'a démonté, donc c'est pas un plaquage, c'est recouvert de vinyle. Mais d'un point de vue esthétique, j'ai été vraiment particulièrement impressionné Oui, c'est vrai. par ce produit. Ouais. Un très beau vinyle et puis un très beau cache haut-parleur également, hein, très bien réalisé, Absolument, ouais. une finition impeccable. Oui, c'est d'ailleurs ce qui est assez étonnant, c'est le fait qu'elle soit posée sur un petit socle noir donne l'impression qu'elle flotte dans l'air. Ça la rend encore plus élégante, on va dire, de ligne. Et la finition du plaquage est effectivement assez bluffante, parce qu'il faut vraiment regarder de très très près pour se rendre compte que ça n'est pas du chêne clair, tellement c'est vraiment très très bien imité. Personnellement, j'aurais préféré qu'elle ait un cache gris clair ou blanc, vu la couleur très claire du bois, mais bon, c'est très personnel. Avec Hugo, on n'était pas sûr du tout que ce ne soit pas un vrai plaquage. Hein. Ah oui, il faut regarder. C'est uniquement lorsque nous avons démonté le haut-parleur qu'on s'est rendu compte que c'était. Ah, ça a fait des progrès considérables. Hein. Absolument. Ces finitions. Disons que la finition par rapport au tarif proposé, c'est quand même assez impressionnant. Oui, bah c'est Voilà, ça. Évidemment, c'est ça. C'est surtout ça qui nous a d'autant plus impressionnés, Hubert et moi. C'est que quand on a, c'est un produit aujourd'hui que l'on peut trouver donc entre 100, allez, on va dire aux environs de 180 € sur une grande chaîne de distribution. Et ça, si 180 € la paire d'enceintes, ce qui est vraiment incroyable. Sachant, Alain, que tu as été bluffé du résultat à l'écoute. Ah oui, absolument. C'est-à-dire que ce qui m'a épaté dans l'écoute, c'est l'honnêteté foncière de la reproduction musicale. C'est-à-dire que très souvent, des petites enceintes comme ça vont gonfler le bas médium pour faire croire qu'elles ont du grave, vont un peu tricher comme ça. Or, celle-là, non, elle a un grave que j'ai trouvé particulièrement étonnant, parce que, évidemment, avec un petit haut-parleur comme ça, on ne descend pas aux 16 pieds d'un grand orgue de cathédrale. Mais on entend quand même, le grave est très propre et très détouré. Et par exemple, j'ai écouté la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, qui a quand même des passages où les cordes attaquent très fermement, violemment dans le grave, contrebasse et violoncelle. Et vraiment là, on est un peu stupéfié en se disant waouh, c'est très propre parce qu'on entend vraiment nettement les contrebasses et les violoncelles. Alors bien sûr, l'oreille est très maligne. Hein. Elle s'est reconstituée avec les harmoniques supérieures, des choses qui se situent à 30 Hz et qu'évidemment l'enceinte ne reproduit pas. Mais comme tout ce qu'elle reproduit au-dessus est parfaitement propre, sans distorsion, alors on y croit.
Et vraiment, oui, ça m'a épaté. Puis les timbres sont beaux. Enfin bon, elle a peut-être une petite directivité dans l'aigu, mais d'une certaine façon, dans une acoustique qui sera très réverbérée, c'est un grand avantage. Donc oui, oui, j'ai été épaté, ça, il y a à dire. Quand j'avais 15 ans, vous savez, il y a quelques années de ça, il y a 5 décennies, on ne trouvait pas des enceintes de cette qualité-là, à ce prix-là, et de cette taille-là. Ah bah ça c'est clair que c'était impossible, Voilà. impossible à Les trouver. haut-parleurs ont fait quand même des grands progrès. Et d'où ma question, Olivier, comment vous arrivez à proposer un produit comme ça, Olivier ou Thomas, comment vous arrivez à proposer un produit déjà au départ, est-ce que cette enceinte, le son de cette enceinte, est-ce qu'il est emblématique de la sonorité et de l'âme du son Davis ou est-ce que c'est quelque chose de particulier et comment vous en êtes arrivé à proposer un tel produit? Déjà, merci de tous ces compliments sur l'enceinte Eva. Ça me fait plaisir. C'est un produit un petit peu atypique dans notre catalogue parce que c'est un produit qui a maintenant peut-être une petite quinzaine d'années. Et 15 c'est ans? assez rare, oui, de voir un produit comme ça traverser le temps. Et on l'a toujours gardé au catalogue finalement parce que bah, c'est un produit qui, commercialement parlant, marche toujours très bien. Donc on a changé bien sûr les finitions, mais le produit date de, je crois que c'est 2006. Euh, Quand on a commencé à travailler sur ce produit, moi je voulais une enceinte bah, de petite taille, à prix relativement réduit, et qui soit relativement bien conçue. Donc je crois que vous l'avez souligné quand vous avez déballé le produit et que vous avez ouvert, il y a un vrai petit filtre Ouais, qui a été qui a mis du temps à être mis au point avec 7 ou 8 composants, je crois. Ce qui 7, oui. est pas si mal Oui. pour cette taille d'enceinte parce que assez souvent, quand on ouvre une petite enceinte de ce gabarit-là, on trouve un seul condensateur sur le tweeter et Sur le puis Twitter. un HP en large bande. Oui. Et là, c'est pas le cas du tout. Tout à fait. Il y a une petite compensation d'impédance. Il y a vraiment ce qu'il faut pour que l'enceinte soit bien équilibrée. Et surtout, ce que je voulais, c'est qu'on puisse aussi pousser un petit peu le son sans que ça ferraille, sans que le son devienne vite, enfin qu'il y ait de la distorsion qui arrive rapidement. Oui, alors Donc à ce voilà, propos, je peux l'enceinte a été. rebondir si Oui, vous permettez. je te laisse. Euh, Moi, je les ai mesurés et écoutés, bien évidemment. Alors, il y a deux caractéristiques qui m'ont frappé. D'une part, la qualité du grave. Alors, effectivement, pas de sous-grave, hein, c'est tout à fait normal avec des haut-parleurs à une charge aussi réduite. La qualité du grave, déjà, il est très défini pour une enceinte de cette taille. Hein. Il est très défini, il est nerveux, c'est un excellent grave, il est très défini surtout. Et la clarté qui provient d'un médium et au médium un peu en avant, hein, 4 ou 5 décibels par rapport au reste de la bande. Euh, mais sans agressivité. On sait que c'est dans cette gamme de fréquences, particulièrement le haut médium, hein, vers les 1 kg, 2 kg, que se trouvent les détails. Hein. Quand vous voulez mettre au point une enceinte détaillée, ben, vous rehaussez un peu, vous faites attention à la qualité du haut médium. Et ce qui est très étonnant, c'est donc cette bosse apporte de la clarté, mais sans agressivité du tout. Et je me suis posé la question d'où pouvait provenir cette caractéristique et au regard des courbes de dimension harmonique, on se rend bien compte que de 800 à 3 kHz, ben, cette enceinte, elle a très très peu de distorsion harmonique à ces fréquences. Voilà, c'était my two cents à propos de cette petite Eva. Oui, c'est vraiment c'est vraiment un produit étonnant. Et en fait, comment on en est arrivé à tester ce produit? Euh, au mois de mars-avril,
on a testé un ampli home cinéma Denon 3600 qui est, on va dire, un entrée de gamme, oui, enfin, un entrée milieu de gamme Denon de la précédente gamme Denon de l'année dernière, qui s'est avéré être un produit particulièrement intéressant. Donc un ampli home cinéma 9 canaux et un produit qui est proposé aux environs de 900 euros. On pouvait obtenir ce produit aux environs de 900 euros à la fin, comment dire, à la fin du printemps de cette année. Et du coup, je cherchais, enfin, nous cherchions, pour être précis, quelque chose pouvant se marier en termes de prix à ce type de. Et c'est comme ça que j'ai pris contact avec toi, Olivier, pour te demander si dans votre gamme, il y avait quelque chose qui pouvait convenir et répondre à ce cahier des charges. Initialement, j'avais pensé à la EMI A20, et puis tu m'as dit essaye plutôt la petite Eva, et c'est comme ça qu'on a. Et c'est un excellent conseil, et à nouveau merci et félicitations pour ce produit. De rien, de rien. Surtout que l'Eva venait juste de sortir dans cette finition chêne clair, qui est une finition un petit peu à la mode. Nous, on appelle ça nordique aussi chez nous. C'est nordique. Donc voilà, c'était l'occasion de vous proposer un produit qui est un petit peu plus joli quand même que la Mia 20, qui a une caisse un petit peu plus droite, plus simple. Là, c'était bien de vous proposer le produit avec les bords arrondis et avec le petit socle noir pour finir un petit peu le produit, pour avoir une enceinte un petit peu plus mignonne. D'accord. Davis Acoustics est une entreprise française, donc tu l'as dit tout à l'heure, Olivier, donc une dizaine de personnes. Je suppose que c'est un produit qu'il est aujourd'hui absolument impossible à fabriquer en France. Donc, c'est un produit qui est totalement conçu sur plan, donc sur plan Davis, en Extrême-Orient, je suppose. C'est un produit C'est tout à fait fabriqué ça. en Chine, Oui, c'est ça? tout à fait. Depuis le démarrage, d'ailleurs, c'est toujours le même sous-traitant qui fabrique à la fois les ébénisteries et les haut-parleurs sur cahier des charges. Donc, on n'a pas bougé d'un iota le produit depuis son démarrage, donc depuis à peu près 2006. C'est, enfin, connaissant un petit peu le contexte chinois, et dans une autre vie ayant moi-même travaillé à Pékin, conserver un fournisseur chinois pendant aussi longtemps, c'est vraiment pas vraiment très simple. Donc, à nouveau, bravo. Ben, merci, merci, merci. Ceci Puis, dit, si oui, je puis me vas-y. permettre, je parle sous le contrôle d'Hubert, mais Hubert a donc mesuré les enceintes et il a relevé dans ses mesures une très très grande similitude entre les deux enceintes, qui prouve que les haut-parleurs sont fabriqués avec une constance dans leurs caractéristiques qui est quand même assez impressionnante, hein, pour des produits qui sont, encore une fois, à un prix tout à fait réduit, quoi. Exact. À ce prix-là, c'est pas courant du tout, du tout, du tout. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Ce qui sous-entend des tolérances de fabrication relativement, Ah bah, relativement étroites, voire très très étroite, étroites. très étroite même, pour des haut-parleurs qui, comment dirais-je, qui ne sont pas des haut-parleurs d'un prix colossal, hein. Ouais, bien sûr. Ah oui. Olivier, à ce sujet-là, est-ce qu'on pourrait faire un petit historique de Davis Acoustics, Bien sûr. puisque là, on voit ce produit qui est là depuis 15 ans, donc voilà. Davis Acoustics, la création, ça remonte à quelle année? Qu'est-ce qui a généré
la création de, de cette entreprise française. C'est ton papa, je crois, Michel Visan, qui a initié cette aventure de passionné, sachant qu'on est entre passionnés tous ici. Tout à fait. Donc l'aventure a commencé en 1986 à Saint-Maur-des-Fossés, dans la même ville que là où était la société SIAR, où mon père avait travaillé pendant entre 15 et 20 ans, où il mettait au point des haut-parleurs. Et je crois que la société avait été plusieurs fois rachetée. Et mon père n'était pas sûr du tout de la pérennité de SIAR. Et il a décidé donc en 86 de créer sa propre société, en commençant uniquement par la fabrication de haut-parleurs. Et tout de suite, il a voulu mettre en avant des technologies un petit peu innovantes, comme le Kevlar ou le carbone, sachant que lui, du temps de chez SIAR, avait déjà mis au point, je crois, le tout premier haut-parleur en carbone. Et il a décidé de commencer avec ce genre de produits. Donc des produits très techniques, avec des matériaux à l'époque d'avant-garde. On est plusieurs à avoir connu cette époque. Et Alain, Oui, ouais. si je puis me permettre, Michel Visan, quand même, est on va dire, sorte de parmi les légendes de l'électroacoustique en France, puisque c'est Ce que quelqu'un l'on qui entend à avait... l'arrière-fond, c'est le perroquet Oui, d'Alain. c'est mon Donc. perroquet qui s'appelle Raoni, qui est une Amazone qui vit en liberté totale. Et malheureusement, elle n'obéit pas aux ordres, donc il lui arrive de chanter, figurez-vous. C'est comme ça. Et c'est un membre de la famille. Oui, je disais, Michel Visan est en quelque sorte une des légendes de l'électroacoustique française, parce que tout jeune, il a travaillé pour un fabricant de haut-parleurs paru aujourd'hui qui s'appelait Cleveland, puis il a travaillé chez Audax, puis il est entré chez SIAR, mais il avait conçu déjà chez Cleveland un haut-parleur de médium qui a eu une longue descendance, puisque on l'a retrouvé un peu modifié, bien sûr, mais toujours avec le même esprit, toujours le même diamètre, 17 cm, avec une suspension à petits plis, et puis après une suspension un peu différente, mais qui, chez SIAR, s'est appelé le 17 MSP, si j'ai bonne mémoire, et qui avait un cache-noyau qui était fait d'une petite rondelle de rapporté collé avec sa suspension à petits plis. Et ce haut-parleur, finalement, a même eu une descendance chez SIAR, tout comme il avait fait chez SIAR également un haut-parleur qui était un tweeter annulaire et qu'on a connu chez SIAR et qu'on a connu aussi chez Davis. Donc il y a une sorte comme ça de permanence. En fait, Davis est le réceptacle d'une histoire qui commence aux années 60, dans les années 60. C'est l'histoire de l'électroacoustique Oui, française. absolument, absolument. C'est vraiment et être l'héritier de ça ne doit pas être peut-être pas vraiment peut-être facile tous les jours d'avoir derrière soi une comment dire un tel passé et ouais, enfin voilà. C'est sûr, moi, on me parle toujours du 17 FSP, que je Que ne j'ai connais eu pas. aussi, ouais. Mais c'est sûr que Davis Acoustique, c'est plutôt le 13 KLV5A, donc le 13 cm Kevlar, qu'on utilise toujours. Alors maintenant, c'est la 6e ou 7e génération, mais dans les gammes Baltus et en version améliorée dans la gamme courbée. C'est toujours le 17 KLV6A et le 16 GKLV6M, qui sont deux haut-parleurs de 17 cm. L'un un pur médium et l'autre un woofer médium. Et c'est également le 20 TK8, donc le haut-parleur de 20 cm avec les lenticonales, qui est un haut-parleur iconique chez nous,
tout comme le Twitter Icon Kevlar que l'on fabrique depuis bientôt 35 ans, le TW26. Olivier, tu nous parles d'évolution de ces haut-parleurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus au niveau technique rapidement? Alors, il y a un petit peu tout qui a évolué, à la fois la partie magnétique, avec le moteur qui a évolué. Il y a le châssis aussi, qui est devenu un petit peu plus rigide. Et la membrane, bien sûr, qui a subi plusieurs évolutions, au moins 3 ou 4 depuis ces 20 dernières années, depuis que je travaille chez Davis. Donc, je n'ai pas tout connu depuis le début, mais comme on fabrique et on répare toujours des haut-parleurs qui ont une trentaine d'années, il m'arrive de voir des haut-parleurs qui ont été conçus donc fin des années 80, et on voit bien la différence avec les haut-parleurs actuels où la membrane était un petit peu différente. En géométrie comme en matériaux ou les deux? Surtout en matériaux, pas en géométrie. En géométrie, c'est pratiquement la partie la plus importante du haut-parleur. Oui. C'est qu'on a des moules qui sont restés identiques depuis qu'on existe. D'accord. Tu as mentionné quelque chose qui, de mon point de vue, est fabuleux. Tu as dit on reprend et on restaure des haut-parleurs qui ont une trentaine d'années. Vous continuez à assurer un service après-vente de ce style aujourd'hui, Ah, Olivier? toujours. Ah, mais c'est formidable, c'est incroyable ça. Oui, c'est assez incroyable. Ah ouais, non mais attends, il n'y a qu'en France qu'on puisse voir un truc comme... Peut-être chez les British, ouais. Non, je peux vous dire, je ne citerai pas la marque ici, mais j'ai une carte enceinte j'ai eu des problèmes avec les boomers médiums et la très très grande marque d'enceinte britannique qui commence par un S. On m'a répondu que non, on ne peut pas réparer, mais on peut vous faire une réduction sur une paire d'enceintes neuves. J'ai trouvé ça un peu fort de café, parce que quand même. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui qui tiennent vraiment à leurs enceintes, qui est un meuble à part entière, qui fait partie de l'ameublement, et qui souhaitent amener l'enceinte jusqu'au bout du bout, et qui souhaitent réparer les haut-parleurs. Ils sont assez contents quand on leur dit qu'on peut tout à fait remettre à neuf un haut-parleur qui a 15, 20 ou 30 ans. Et ça fait plaisir à entendre et les gens sont contents comme ça. Ouais, c'est ce qui t'est arrivé, Cyril. Oui. Toi il y a encore peu de temps, j'avais une Davis Valmont avec des haut-parleurs de médium de 19 cm, quand même assez imposant. Et l'ancien propriétaire avait fait refaire les suspensions et les membranes. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, a priori, vous mettez le vernis maintenant, vous le mettez derrière la membrane. Oui, c'est une demande, c'est par rapport aux clients, c'était une demande des clients. Tout à fait. Le vernis en dessous de la membrane jaune. Oui, tout à fait. De plus en plus, on met le vernis en dessous, ce qui revient au même d'un point de vue sonore, qui souvent permet d'éviter d'avoir le côté collant de la membrane. Ah oui, parce qu'il pouvait y avoir des petits, comment dirais-je, des poussières qui pouvaient se coller dessus, effectivement. Voilà, c'est ça. Mais encore une fois que vous arriviez à comment dire, à assurer, c'est vraiment incroyable et je pense même que rien que pour ça, merci pour ce podcast, Olivier, parce que on va publiciser ça. Oui, coup de chapeau. Je vais rougir. Non, mais quand on est entre passionnés ici, personne n'a comment dire. Quand les choses sont cohérentes et correctes, et d'autant plus, c'est vraiment une démarche super. Oui, écoutez, moi quand je fais le stock de mes produits, ce qui arrive à peu près une fois par an, il m'arrive de voir des bobines mobiles, par exemple, qui datent des années 2000 ou 90, et on en a parfois plusieurs centaines, et qui ne servaient qu'à des produits fabriqués à cette époque. Donc on a toujours de quoi fabriquer ou remembraner des haut-parleurs qui sont assez anciens. Je voulais vous demander, vous faites des membranes en Kevlar. Or, vous savez que
c'est un matériau, on va dire, qui est assez clivant chez les audiophiles. Certains entendraient une sonorité particulière à ce matériau. Enfin, ça n'est en tout cas pas mon opinion. Mais pourquoi utilisez-vous du Kevlar? Ben, je crois que, comme je le disais tout à l'heure, historiquement, le Kevlar a été utilisé chez Davis. Mais vous On a auriez pu d'ailleurs, changer au fil des années. on On a, aurait pu on changer. a plusieurs alternatives chez Davis aussi avec le papier, sur certains haut-parleurs, comme le 20D8 par exemple, Mmh. et aussi sur les haut-parleurs de grave. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait aussi fabriquer avec du papier graphité et du papier classique. D'un autre côté, quelque part que l'on continue sur une, comment dire, c'est personnellement, je trouve ça normal. Et le côté clivant que l'on connaît bien sur HCFR, il y a les pros de ci, les pros de ça, Oh, mais ceux qui sont c'est global, c'est au-delà ouais, d'HCFR, hein, pour le C'est Kevlar, souvent une hein. histoire de coloration en fait. Oui, bien c'est sûr. ça. Voilà. Mais On en dit que réalité, le haut-parleur Kevlar médium de chez Davis, il a surtout les qualités d'être très aéré, très défini, sans jamais, justement, enfin, selon nous en tout cas, avoir de saturation ou d'acidité, quoi. Je trouve oui, que Oui, et c'est puis il y a Kevlar et Kevlar aussi. Le nôtre a voilà. des qualités, enfin des caractéristiques un petit peu différentes. Si on regarde de près, il n'a pas du tout le même tissage. Il n'est pas non plus enduit de la même manière, enfin je suppose, que celui D'autres. de d'un certains concurrent anglais, par exemple, concurrents qui ou fabriquent abandonné d'ailleurs aussi. des haut-parleurs en Kevlar. Donc à partir de ce moment-là, c'est un Kevlar, oui, mais différent des autres. Et puis c'est aussi un haut-parleur qui nous plaît. Comme disait Thomas, il a aussi beaucoup de points de qualité, des points positifs, comme énormément de détails. Ça, je le retrouve pas forcément avec d'autres matériaux sur d'autres enceintes. Quelqu'un a mentionné la notion, c'est toi qui as parlé de la notion de couleur, Alain, tout à l'heure. Pour 15 000 raisons, je me suis retrouvé dans une Volvo XC60 très récemment. Et cette XC60 de haut de gamme avait été équipée de haut-parleurs de votre concurrent british, qui était de couleur jaune. Et le propriétaire m'a dit, regarde, tu vois ce magnifique haut-parleur jaune que j'ai payé les yeux de la tête, etc. Bon, bref, ceci dit, ce qui veut dire que les goûts et les couleurs, voilà, ça ne se discute pas. Et quelque part, voilà. Thomas, tu as J'ai mentionné... Ouais, ouais, j'ai vas-y. juste une petite question à Olivier, puisqu'on est encore dans le thème de la technique et des membranes, justement. Est-ce que Davis a réalisé déjà des membranes composites, donc deux ou plusieurs matériaux? Alors non. On a fait par le passé une membrane qui s'appelait le Kevlar velours, Oui, qui était un Kevlar où les tresses en façade enfin, on projetait des billes de sable ouais. pour casser les fibres en surface, et on était obligé à l'arrière de rigidifier euh, le cône avec une colle avec un enduit particulier, mais on peut pas vraiment parler de billes composants. D'accord, ouais. Non, en principe, non. Nous, on travaille essentiellement le Kevlar pour les fréquences médium, le carbone dans le grave, et puis aussi le papier, et notamment le papier graphité, donc un papier qui est rigidifié, parfois double face. Donc ça peut faire office de sandwich un petit peu avec du D'accord, graphite, du papier, ouais. du graphite. Le DE8, il a une membrane slicée, hein, Oui, oui. Alors lui, c'est un Pascal haut-parleur Spit, là. particulier. Il y a un traitement sur l'arrière. C'est une pulpe de cellulose, donc du papier pour l'essentiel de la membrane. Et par-dessus, il y a un traitement au graphite également
En plus de D'accord. ça, il y a des stries que l'on voit Oui. sur la surface du haut-parleur. Ouais. Ok, merci. Aujourd'hui, Olivier, la part donc de vente uniquement de composants de haut-parleurs, c'est une volonté de poursuite historique ou quelque part c'est un souhait, c'est une volonté, la possibilité que les personnes ont d'acquérir des composants et des haut-parleurs Davis uniquement en tant que tel. Mhm. Je pense que c'est un souhait, c'est aussi une fierté pour nous de fabriquer des haut-parleurs et des haut-parleurs souvent haut de gamme pour des marques prestigieuses. Euh, Quand une marque comme Avant-Garde Acoustique, par exemple, nous fait entièrement confiance sur la quasi-totalité de ses modèles, on est assez fiers de ça. Ça prouve aussi qu'on a un certain savoir-faire. Donc, on continuera à fabriquer des haut-parleurs sur mesure pour des grands constructeurs. Mhm. C'est, est-ce qu'on peut éventuellement non, je comprends que ça soit comment dire, Mhm. des chiffres qui sont restreints au niveau de la diffusion. Disons clairement, on est à peu près à 10% du chiffre d'affaires sur des haut-parleurs, et haut-parleurs spécifiques. Ah, quand même. C'est, Bah, oui, disons que les haut-parleurs que l'on fabrique pour les constructeurs sont essentiellement des haut-parleurs haut de gamme. On ne sait pas faire des produits d'entrée de gamme. Il y a d'autres fournisseurs, souvent étrangers, qui peuvent le faire très bien. Nous, ce qu'on apporte, c'est aussi un savoir-faire et un suivi, ce que des concurrents asiatiques, par exemple, ne pourraient pas faire. Mhm. Si on rentre, dans la notion de gamme, on a vu donc aujourd'hui la Davis Acoustics Eva que l'on a testé correspond globalement à l'entrée de gamme Mhm. de la gamme Davis. Mhm. Et j'ai vu que son direct opposé haut de gamme correspond donc à la Davis Nikita ou la Davis MV1 qui est une monovoix. Alors aujourd'hui le monovoix quelque part dans mon esprit monovoix égale Supravox et une époque formidable que j'ai beaucoup appréciée, même si Hubert va me dire que bon bref. Je ne dirai rien. Olivier, Thomas, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui une marque comme Davis propose un tel produit qui est Alors, je quand vais même peut-être je vais laisser Thomas répondre parce que c'est non seulement notre directeur commercial, mais c'est aussi un amoureux de l'enceinte MV1 puisqu'il les Oui. a chez lui. Il connaît très très bien le produit. Ouais, alors disons que le large bande, c'est un petit peu un modèle, à mon avis, quand même, dans ce qu'on sait faire chez Davis Acoustique, dans le sens où vraiment techniquement, il y a tout ce qu'il faut pour atteindre des performances quand même franchement bluffantes. Si on regarde la bande passante du haut-parleur, c'était quand même assez incroyable. Et puis On surtout, parle de quoi là exactement? Quelle bande passante? alors on est sur 15 000 Hz pour l'aigu, Olivier, c'est ça? Tu me dis Non, si je me c'est trompe. 40 à 20 000. On est vraiment sur On va jusqu'à 20 l'ensemble 000, du ouais, spectre audible. 20 000 Hz, effectivement. Donc, il y a malgré tout encore de l'énergie dans l'aigu, et ça, pour un large bande, c'est aussi quelque chose d'assez rare. Associé donc à une charge vraiment adaptée, effectivement, on arrive aussi à avoir un certain rendement dans le grave. Le large bande, c'est des qualités. C'est un parti pris aussi quand même dans le choix du produit pour le client final, puisque on va retrouver des caractéristiques qu'on retrouve nulle part.
dans la spontanéité en termes d'écoute, par exemple, et dans l'immédiateté des écoutes. On a un son très vivant, très aéré, très rapide. Et du coup aussi, ça communique vraiment l'ambiance que l'artiste a voulu procurer simplement. Je trouve que aucun enregistrement n'a le même goût avec le large band. On a le goût de l'enregistrement justement. Ça reste mon avis. Alors c'est aussi dans les conditions où on a réussi à trouver une configuration qui fonctionne vraiment bien. Je sais pas si Olivier, tu es d'accord avec ce que je suis en train de dire, mais moi, je trouve qu'on peut vraiment aller très haut avec ce produit. Si, ça montre aussi le savoir-faire d'un constructeur de haut-parleurs, parce qu'on a mis beaucoup de temps à le développer, ce haut-parleur, et ce qu'on voulait, c'était en sortir une enceinte et éviter d'avoir un tweeter ou un super tweeter à rajouter et un caisson de basse à rajouter systématiquement. Après, ça fait plus du tout une enceinte largement, bien sûr. monovoix, mais ça fait un système 2-3 voix. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est essayer d'avoir l'ensemble du spectre audible sur un seul haut-parleur. Donc, c'est un petit peu aussi une prouesse technique, parce que des fabricants de haut-parleurs de boomer ou de medium ou de tweeter, ça, il y en a plein. Par contre, les gens qui savent faire des larges bandes et des bons larges bandes, je dirais qu'on n'est pas très, très nombreux. Comment est-ce qu'on arrive dans ce contexte de la R&D, comment vous procédez chez Davis, Olivier? Déjà, comment on en arrive à, se positionner sur... parce que évidemment, le développement d'un tel produit qui est quand même très, très spécifique, comment est-ce qu'on en arrive à l'idée de créer ce type de produit? Alors, il y a une petite histoire derrière qui est un petit peu étonnante. On a un client qui nous avait demandé justement un haut-parleur large bande le meilleur possible. Et je sais que c'est mon père qui s'est occupé de ce projet. Sur la fin de sa carrière, il avait pas mal de temps de libre et il s'est dit je vais me lancer dedans. Donc il avait commencé à dessiner toute la partie magnétique pour avoir un circuit assez puissant. Et puis après, il a fait des essais sur les bobines, sur les membranes. Ça a été très 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 long, mais on n'avait pas de contraintes du tout pour ce haut-parleur. Et on a essayé d'arriver au bout du bout. Et au final, ça a donné un haut-parleur qui était quand même assez régulier, relativement linéaire. Et vraiment, on a un point intéressant, c'est la courbe d'impédance qui est vraiment parfaitement plane, qui permet, je suppose, aux amplificateurs, même les moins puissants, de bien driver ce haut-parleur. Donc, je suppose qu'il ne doit y avoir aucun filtrage. Alors, aucun filtrage Ouais. sur la nouvelle enceinte, justement, la MV1 nouvelle version Master. On a fait trois connectiques différentes et on a la possibilité donc d'écouter l'enceinte avec le haut-parleur non filtré, et on a 2 filtres possibles également avec des petits circuits bouchons qui permettent de diminuer un petit peu le niveau du médium au médium. Mais d'après toi, Thomas, et puis d'après plusieurs revendeurs aussi, c'est quand même la position non filtrée qui revient en direct. Disons que sur la première version de MV1, les critiques qui étaient retombées sur ces produits, c'est qu'elles n'étaient pas forcément associables avec tout ce qui existait en termes d'électronique. Les amplis à tubes leur convenaient mieux. C'est ce qui revenait tout le temps en général. Il se trouve qu'avec les filtres, les propositions de filtres, on a une enceinte qui est un petit peu plus, on va dire, démocratique, qui passe dans la majeure partie des cas. On pourrait voir le fait de passer en direct comme un aboutissement dans sa compo, dans le sens où on a réussi vraiment à faire évoluer sa chaîne pour pouvoir tirer le meilleur du produit. Mais enfin, si ce n'est pas un secret de fabrication, comment est-ce qu'on arrive à faire monter à 20 kHz
un tel haut-parleur qui, par définition, est rigide, enfin, représente de la masse. Enfin, arrête-moi si je dis des bêtises, Hubert. Euh, Oui, tu dis des bêtises. La masse n'a alors, rien à vas-y. voir. Arrête. Olivier, non, mais Olivier nous expliquera, mais la masse n'a rien à voir avec la bande passante dans l'aigu. D'accord. C'est une question de rendement, C'est une n'est-ce pas, question. Olivier? Oui, c'est essentiellement le cache-noyau métallique qui prend le relais après Voilà. Et 7 ou puis, 8 kilos. Ouais. C'est lui une qui fait bobine pas qu'on trop va ductive, avoir je suppose. aussi. Voilà. C'est lui qui va permettre le cache-noyau métallique. C'est lui qui va permettre de monter haut en fréquence. Si on l'enlève, il y a plus d'aigus. D'accord. Est-ce qu'on pourrait assimiler cette monovoix à un HP coaxial? En termes de phase, alors à ce moment-là, mais Ouais. pas réellement quand même, parce que vraiment, une seule bobine, c'est quand même l'idéal, je pense. D'accord. Oui, et Ah oui, puis Et on quand a même, forcément hein, un c'est filtre. On a du point forcément de un vue. filtre aussi sur un coaxial du coup. Oui, Bien oui, sûr. mais du point de vue géométrie de radiation, rapproche d'un coaxial. Ouais. tout à fait. N'est-ce Oui, pas, Olivier? Oui, Dôme, c'est tout à fait ça. si le dôme émet l'aigu, même s'il n'y a pas de filtre, mais ça c'est dû sans doute au mode, j'imagine, au mode de fractionnement de la membrane, non? Oui, le mode de fractionnement de la membrane que je disais tout à l'heure, il atteint ses limites à une certaine fréquence. Et c'est là Et que le milieu, et c'est c'est là là que le que dôme, le cache-noyau, le voilà, dôme en métal intervient et hein, prend le relais. et prend le Alors, ce qui est relais. important, c'est à la fois le matériau utilisé, mais également sa géométrie. C'est un produit de quel rendement, Thomas? Là, on est sur 93 dB. 93,5 dB en mode direct, c'est-à-dire sans filtre. 93 dB, ah oui, Ah c'est bah, déjà quasiment la limite basse du rendement. Donc ça doit être assez vif et assez vivant comme écoute, même à bas niveau, non? bah, c'est surtout C'est vrai. apparemment une enceinte qui n'a pas besoin d'avoir un amplificateur trop puissant, puisqu'en plus, elle a une courbe d'impédance apparemment très linéaire. Hmm. Donc c'est une enceinte qui doit commencer à faire de la musique avec un ampli pas très puissant, quoi. Voilà, tout à fait, c'est le but. Je crois que l'impédance elle augmente très très légèrement, mais on reste autour de 9 ohms Ah à oui, 20 000 Hz. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Thomas, tu utilises ce produit avec quel type d'amplification? C'est plutôt à tube? Alors oui, malgré tout, c'est un ampli à tube. C'est une pièce, à mon avis, peut-être que vous connaîtrez. C'est un ancien ampli anglais de la marque Bird. Je ne sais pas si ça vous oh parle. là là, Ah oui, là, ça. oh, oh. Voilà. Ah, mais c'est ancien ça. Ah Il oui, s'agit du BB100, c'est un intégré 2 fois 50 watts, équipé donc de 12 lampes EL84, voilà, Ouais. en triple push-pull. Donc, ça ne nous rajeunit pas tout ça. voilà. Ouais. Et moi, j'adore, je trouve. J'en ai essayé plein d'amplis un peu plus modernes, effectivement. Thomas, Oui. j'ai un Rogers de 2 fois 40 watts classe A, un double push-pull de Ah oui, EL6. pas mal non plus, ouais, effectivement. EL6, Ouais. c'est une lampe qui est très sympa. C'est vrai. Pour la MV1, Ah oui, bah, la, complètement. Je connais des revendeurs qui utilisent cette configuration. Non, mais Vraiment. tu es ouais. en train de te placer là, Hubert, ou Non, quoi? mais c'est Non, vrai non, que non, non, le non, L6 non, mais c'est un domaine avec le large qui, bande, bon, c'est parfait. Tout à fait. je suis contre, hein, contrairement aux gens qui pensent me connaître, je suis pas contre le type du large bande, mais ça nécessite énormément de travail en amont. Hein. Il faut Complètement. vraiment tout, il faut bien au niveau placement pour que le grave Ça nécessite un retrouve rodage une aussi quand même assez ouais, long. Oui, et ouais, puis ou alors le LCR, mais bon, voilà, le circuit bouchon, c'est sûr oui, que c'est quelque chose qui va permettre plus facilement d'avoir une écoute qui soit pas trop agressive, quoi. Voilà, tout à fait. Moi, le circuit bouchon, moi, j'ai pu profiter de la MV1 à 2 mètres, 2 mètres 50 de recul
sur une électronique de type classe D. J'avais pas de frustration, j'étais pas du tout gêné, j'avais pas l'agressivité que j'aurais pu avoir en mode direct avec Voilà. cette électronique. Ouais. Mais comment dirais-je, il y a large bande et large bande. Autant le large bande était extrêmement répandu dans les années 50-60. Et il y avait d'ailleurs des fabricants qui savaient faire des larges bandes qui fonctionnaient très bien, mais qui n'acceptaient que très très peu de puissance, hein, et avec un niveau sonore assez modéré. D'une certaine façon, c'est le cas des célèbres Supravox, là, SRTF 64 et compagnie, qui sont très bons à un bas niveau, mais dès qu'on franchit un certain niveau sonore, ça commence à partir en cacahuète. Mais il y a aussi une mode du large bande, et tous les larges bandes qui sont vendus aujourd'hui dans le commerce ne sont loin d'égaler en conception et en qualité celui de Davis. J'ai assisté, j'ai assisté à des démonstrations. Il y a quelques marques je ne sais pas si on peut les citer, mais de haut-parleurs large bande dont la membrane est faite avec un Bristol plié, vous voyez ce que je veux dire, qui valent oui, c'est anglais. Oui, c'est anglais, qui valent très cher et qui sont, il faut le dire, absolument immondes à l'écoute. C'est de la dope, c'est de la C'est dope. de la vraie dope et c'est Ouais, vendu très C'est vrai. très cher. Et ça Oui. repose sur des conceptions, pour le coup, totalement antédiluviennes, mais qui sont en plus bancales. Parce que Tout est fait pour le rendement et tout. voilà, et c'est tout. Parce que Et rendement, sur un haut-parleur tel que celui-là, c'est du rendement à 1 kHz. Hein, c'est pas du rendement à 100 Hz ou 50 Hz. Voilà, hein. parce que toute personne qui un jour dans sa vie a entendu un ancien poste de radio à lampe qui était équipé d'un large bande, hein, des marques Siemens, Philips dans ces années-là, elliptique ou pas, ou rond, ou même rond, aura remarqué qu'à un niveau modéré, le son a des qualités assez extraordinaires, oui, de spontanéité, c'est ça. Ça descend pas très bas, ça monte pas très haut, mais c'est un très joli son. Mais alors, la mode relativement récente du large bande en hi-fi a quand même tenté de faire passer des horreurs pour des enceintes, quoi. Voilà, c'est tout. Et le Davis, clairement, c'est un haut-parleur d'une conception, on va dire que ça reprend un concept ancien, mais dans une ingénierie, on va dire, beaucoup plus aboutie et moderne. Ouais. Olivier, le 20D8, sa bobine, c'est une bobine courte, c'est une bobine longue C'est une bobine courte. D'accord, donc champ magnétique toujours constant, quoi. Voilà, tout à fait. Avec des capacités de déplacement quand même correctes. Tout à fait possible. Il y a un X-Max de plus ou moins 3 mm, je crois. Oui, c'est bien. Ah, c'est bien. C'est bien. avec une bobine de 50 mm. Et je trouve le principe du dôme rigide central, le cache-noyau central, excellent du point de vue de l'idée de la clèvre, hein, de l'intelligence de conception, parce qu'on voit que la majorité des larges bandes sont équipées de Wiser, hein, on appelle ça Wiser, hein, je crois. Le double cône, le petit cône au milieu, là. Oui, et cette histoire de cache-noyau métallique rigide, pour le faire monter, je trouve ça très intelligent, et il participe également, il faut le dire, à la surface émissive dans le grave. Hein. Voilà, tout à fait. Oui, c'est un double effet en fait. Voilà. Aujourd'hui, au niveau de la R&D, Olivier, ça se passe comment? Il y a un laboratoire chez Davis. C'est toi qui t'occupes de ce style de choses. Comment vous faites exactement? Quel est le lien entre la R&D et la production? Si tu peux nous en dire quelques mots. Oui, tout à fait. On a un laboratoire au sein de la société. C'est moi qui m'en occupe. On est toujours en permanente recherche de nouveaux produits. Donc il y a plein de choses
qui sont en train de se faire. Parfois, ça n'aboutit pas, et puis parfois on trouve quelque chose d'intéressant. Donc il y a des recherches essentiellement sur le haut-parleur, parce que ça c'est notre force, et puis c'est le moteur de l'enceinte aussi. Donc on travaille à la fois sur les membranes, mais également sur la partie Surtout la le partie haut-parleur, magnétique. finalement. Ouais. La partie magnétique, parce que ça c'est super important aussi. D'accord. À tous les niveaux, également au niveau des bobines, Les de suspensions, les suspensions, il y a un travail qui est fait à tous les niveaux. On a évoqué la MV1, donc la MV1 Master, et à côté, donc dans ce haut de gamme, la MV1 de Thomas, c'est à peu près quel niveau de coût? Là, on est sur un prix public donc de 9 000 € la paire. 9 000 € la paire. Et à côté, j'ai vu dans le catalogue qu'il y avait la Nikita 3, qui est une deux voies. Donc, comment positionner déjà la Nikita 3, c'est une enceinte que l'on peut qualifier de bibliothèque, on peut le dire comme ça? Ou, Disons que une bibliothèque qui a ses proportions, c'est vrai qu'effectivement, il faut déjà avoir une bonne bibliothèque Ouais. pour la poser, je D'accord. pense. Disons que c'est effectivement l'une des plus grosses bibliothèques qu'on peut retrouver actuellement dans les produits français. C'est aussi une enceinte qui est quand même légendaire chez nous, c'est la 3e Oui, génération. c'est ce que j'allais C'est un produit qui a énormément évolué et ouais, qui ouais. continue à évoluer. Il est quand même axé sur le 20 TK8, surtout sur le haut-parleur, l'un des haut-parleurs qui est le plus performant chez nous. Donc, par rapport à ce que l'on disait par rapport à la MV1 Master, comment est-ce qu'on passe d'une monovoix, donc dans le très haut de gamme, à une deux voix légendaire, puisqu'elle est là quasiment depuis les débuts de la société. Comment est-ce qu'on positionne des choses qui en fait sont peut-être un petit peu difficiles à comprendre avec deux démarches différentes? Je dirais que ça fait partie d'un héritage. Ouais. Une Nikita, en termes d'écoute, c'est assez unique. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion Oui, de jeter une oreille, mais mais pas sur la 3. en termes de définition sur le médium aigu, et aussi dans la matière, c'est-à-dire que le 20 TK8, pour le coup, là, on mélange vraiment rapidité et matière avec une définition incroyable, surtout sur la 3 dernière génération. On a aussi un niveau d'équipement interne dans l'enceinte qui a énormément progressé. Le câblage, les composants. Donc, effectivement, c'est encore une belle évolution en fait du produit, cette numéro 3. Mais vous avez conservé le Twitter un peu spécial des débuts, ou vous avez changé de Twitter sur la Nikita? Olivier? Alors, il a changé le Twitter. Je voulais juste faire une petite parenthèse, parce que vous avez parlé de la MV1 et de la Nikita, qui sont actuellement au catalogue, les deux produits les plus haut de gamme. Je dirais que en mai dernier, on avait prévu donc de participer à un salon qui a lieu à Munich, et de présenter la remplaçante de l'enceinte Carla. Donc actuellement, dans notre catalogue, il manque le produit référent, le produit très très haut de gamme, qui devrait sortir normalement l'année prochaine. Et qui Il est y a un basé. décalage, forcément. Pardon, j'ai pas entendu la Et je question. dis, il y a un décalage, c'est Thomas qui parle. Donc, décalage dû au Covid aussi en partie, puisque le salon a été reporté. Je suppose que vous vouliez le présenter au AEN de Munich, c'est ça? Voilà, tout à fait. Oui. Et c'est pareil, ce très haut de gamme, il est aussi à la fois comme la MV1 ou comme la Nikita, il repose sur un haut-parleur quasi large bande. Alors même si c'est une enceinte 3 voix, quasi large bande, assez proche du 20 TK8, qui par contre là est accompagné d'un tweeter à cône, qui est aussi la marque de fabrique de Davis Acoustique, et d'un caisson de basse
en push-pull, qui est aussi la marque de fabrique, puisque Christelle. c'est le descendant de l'enceinte Christelle, du kit Christelle, que nous proposons toujours à la vente. On fabrique toujours les haut-parleurs pour faire ce kit Christelle. En fait, ma question tout à l'heure concernant la fourniture de composants était plutôt positionnée sur les kits, c'est-à-dire que, mais on va pas mélanger les gens. Et donc, ce nouveau produit, c'est quelque chose qui donc va être présenté en 2021, c'est ça? Eh ben, écoutez, si les salons ont bien lieu, en principe, oui, au mois de mai prochain, et peut-être qu'il sera même présenté en statique si le salon a lieu à Paris Fin novembre. mi-novembre. Fin novembre, ouais. Pourquoi en Ouais, statique? PLS. Pourquoi en statique? Parce qu'il ne sera pas commercialisé tout de suite. Ah, et vous pouvez pas le faire entendre quand même? On pourra peut-être le faire entendre. Oh, bah quand même. Ah, Je vais vous dire oui, ça, quand même. Sauf il que n'y a les rien de, Marriott, non, mais il n'y a En mono, rien- alors. il En n'y mono. a rien de plus frustrant que d'aller dans un salon et de voir des beaux matériels et de pas pouvoir les écouter, surtout des enceintes. Carrément. Oui, Ah, il y aura c'est terrible. il y aura d'autres nouveautés de Ah prévues oui, mais pour, non, pour le mais mois de c'est- novembre. Ouais, mais il faut quand même faire. À moins qu'elle ne soit pas prête, évidemment. Elle est en plein développement. Ah oui, d'accord. On a décidé de prendre finalement notre temps, puisque Ouais. les faits font que nous avons un petit peu plus de temps que prévu pour développer ce produit. Et on veut s'assurer d'un produit parfait. Mais il est possible qu'il soit en écoute en novembre à Paris, si le salon a lieu et si le produit nous convient parfaitement. Non, je repose ma question sur le Twitter de la nouvelle de la Nikita version 3. C'est un nouveau Twitter ou c'est toujours le Twitter à cône? Alors, un nouveau non, Twitter. c'est un Twitter Adome, c'est Ah un oui. nouveau Twitter. C'est ce que j'ai vu. Pourquoi vous avez remplacé ce Twitter à cône qui était quand même assez emblématique de... Eh bien, justement, c'est que ce Twitter Icon, il va maintenant équiper essentiellement les produits haut de gamme et très haut de gamme de la marque. Parce que Et Nikita, notamment, Tout à fait. parce que Nikita, c'est pas du haut de gamme? si, Quand même. mais les produits encore plus haut de gamme, Encore plus haut de puisqu'on a gamme. l'intention de sortir une gamme d'excellence qui va vraiment montrer encore plus tout le potentiel de la marque. Et toujours en filtrage passif. Vous n'avez pas d'enceinte Toujours. active en vue. Non, toujours en passif. Pour quelle raison? À toi, Thomas. Après, c'est une histoire de rester concentré sur le cœur de notre métier et puis aussi de notre savoir-faire. Le filtrage actif, ça fait appel aussi pas mal à des composants qu'on maîtrise moins. On reste vraiment, nous, sur cette idée de faire évoluer les haut-parleurs et essayer de se rapprocher d'un filtre le plus léger possible, on va dire, pour avoir une écoute très équilibrée, sans filtre actif donc. J'ai une petite question concernant votre haut de gamme, surtout au niveau idée de développement. Si je vous dis adaptation à l'environnement sonore, adaptation à la pièce d'écoute, qu'est-ce que vous me répondez? Disons que c'est sûr que la pièce d'écoute, c'est l'un des éléments les plus importants dans une composition hi-fi. Ça, c'est une évidence. Les électroniques et les programmes qui sont vendus dans le domaine, eh bien, ce sont des choses qui se commercialisent plutôt dans les amplis. Certaines enceintes actives, effectivement, ont des systèmes de correction. Nous, c'est pas notre cas vu qu'on n'a pas d'enceinte active. Mais effectivement, c'est une très bonne idée. En général, bien sûr, c'est l'ampli qui va arrondir les angles et qui va arranger l'enceinte. Donc, forcément. Ok. On a commencé aussi avec la MV1 Master, donc à proposer plusieurs connexions possibles à l'arrière de l'enceinte. Oui, il est fort possible que sur la grosse enceinte, enfin le produit référent chez nous qui va sortir, je pense qu'on aura même un petit peu plus de connectiques possibles à l'arrière qui pourront éventuellement permettre d'écouter le produit à peu près dans toutes les conditions possibles. Voilà, au mieux possible dans certaines conditions. Ouais. Pour moi, c'est une des caractéristiques
qui devraient exister dans les hauts de gamme. Elles existent oui. sur les MV1 Master. Oui, tout à fait. Olivier, aujourd'hui, en tant que fabricant, comment est-ce qu'on décide, je vais développer un produit 2 voies, 3 voies, monovoix? Monovoix, on a vu, c'est très particulier, c'est relativement cher, c'est du très haut de gamme. Mais comment est-ce qu'on positionne et on développe une gamme 2, 3 voies et comment est-ce qu'on organise une gamme? Sachant que Alors, là, je pense plus particulièrement à la gamme DHA chez vous, donc la gamme plutôt orientée home cinéma. Comment est-ce qu'on positionne ce type de démarche, sachant que DHA, c'est encore autre chose, puisque on a un Twitter, enfin, un pavillon exponentiel. DHA, c'est ce que tu appelles Davani, hein, c'est ça, c'est la Oui, c'est colonne. ça, Davani, ouais. Voilà, tout à fait. Alors, déjà, je crois que le produit, il naît aussi d'un dialogue avec la partie commerciale, c'est-à-dire essentiellement avec Thomas. On discute bien à chaque fois des besoins du Il marché. faut Euh, forcément coller aux besoins du marché, évidemment, on n'a pas le choix. L'idée, quand même, c'est de vendre les produits, hein. Même si nous, on a nos convictions, c'est sûr, en termes de conception de produits. Effectivement, il faut avoir cette question-là, inévitablement. Et la production, Oui, puis et il faut- aussi le client final. Le client final qui doit adhérer. C'est l'exemple de la gamme Courbet qui rencontre un vrai succès. La gamme Courbet qui est comment dire, assez design, sexy, on dirait même, dans le sens où elles sont très très fines, finalement, ces colonnes, un peu en suspension avec le socle. Il y a vraiment un côté design très, très étudié pour nous, en tout cas. Et ça porte ses fruits, ça marche vraiment très bien. Donc on est vraiment content de ce genre de choses. Parfois on se trompe aussi, ça arrive. Ce qui est sûr, c'est que le marché change aussi. En termes de couleurs, par exemple, on a quand même un peu de mal à suivre ce qui se passe. Parfois, le bois marche, ensuite ça revient au noir. Enfin, Ah oui, ouais. c'est parfois. À la fameuse lac piano. Ah ouais, Pas là, forcément. Je Non, ne sais parce pas que si ça, moi la qui tendance est à ouais. cet endroit-là. Je suis pas sûr. Non, parce que moi, je l'ai vu longtemps cette tendance, mais moi qui suis pianiste, je peux vous dire que le piano noir est quand même une. D'abord, les lacs sur les vrais pianos, sur les pianos à queue est tout à fait différente, elle est beaucoup plus épaisse et solide, mais ça, il n'empêche que c'est une catastrophe à entretenir, quoi. Quand j'ai vu arriver cette mode dans les enceintes, je me suis dit, mais ils savent pas où On ils est mettent les d'accord. pieds. C'est C'est une clair. catastrophe. Il vaut mieux, il y a quand même d'autres finitions possibles. Mais justement, vous faites des enceintes, on va dire, avec des coffrets traditionnels, qui sont faits en bois et dérivés du bois. Vous n'êtes pas attiré par toute cette nouvelle tendance qu'il y a dans le haut de gamme de faire des coffrets. Certains font des coffrets en aluminium extrudé, d'autres en profilé d'alu mis en forme. Enfin bon, d'autres en matériaux composites très compliqués, ce qui d'ailleurs augmente, à mon sens, considérablement le coût de l'enceinte, sans forcément apporter grand-chose du point de vue de la qualité sonore, mais c'est quand même une tendance lourde, je trouve, dans le très haut de gamme. Vous en pensez quoi, vous, en tant que constructeur, on va dire, à la fois moderne et en même temps traditionnel? Donc après, c'est sûr que les composites, enfin disons que les matériaux qui sont utilisés sur des marques comme, qu'est-ce qu'on pourrait citer comme exemple? Wilson Audio, par exemple? Oui, ou bien Magico, ou d'autres, Magico, plein Wilson d'autres Audio. marques. Oui, oui. Alors, ce sont des marques qui vont proposer des produits aussi à des prix quand même très très élevés. Ouais. Astronomiques, ouais, on peut le dire, c'est le mot. c'est le terme, Euh, oui, astronomique, ouais. Mais Ensuite, de bonnes enceintes quand même. oui, Oui, mais enfin, à quand ce tu prix-là, ce ne sont débourses, pas de mauvaises enceintes. exactement, quand tu Non, débourses mais autant, oui, si oui. en plus tu as de la merde, Non, non, il y non, a- mais le problème n'est pas là, c'est que le problème pourrait être que dans le prix final d'une enceinte, il y a un équilibre à trouver entre la qualité
finale du produit, Mhm. à l'écoute, à la mesure et à l'écoute, et les composants, les éléments qui entrent dans sa composition, et le ratio qu'il doit y avoir entre une ébénisterie qui, souvent les amateurs ne s'en rendent pas compte, mais peut coûter très cher. Mhm. Mais à partir de quel moment tous ces matériaux composites qui augmentent, à mon sens, considérablement le prix de l'enceinte, C'est évident. C'est évident. ont-ils une réelle influence sur le son délivré par l'enceinte? Je pense qu'il y en a, il y en a forcément une, inévitablement. Sur la partie test, recherche et développement, nous, on n'a pas forcément axé nos efforts là-dessus. On s'est concentré plutôt sur le haut-parleur. Oui, Et, ça me et paraît sain. disons qu'on préfère être bon dans ce qu'on sait faire, c'est-à-dire vraiment se perfectionner dans la partie qu'on maîtrise le mieux, plutôt qu'aller se perdre. Alors, c'est toujours un petit peu délicat à argumenter, du coup, un haut-parleur d'un point de vue marketing. C'est sûr que c'est plus vendeur de parler d'un composant de caisse, Ouais. et puis de choses très subjectives qui sont des fois très discutables aussi. Et puis, pour, on va dire, impressionner le client final. C'est pas forcément le genre de Davis acoustique, ça. Après, effectivement, je pense vraiment qu'il doit y avoir un intérêt, c'est même évident. C'est vrai que les Magico, par exemple, c'est une marque que moi je trouve très bonne. Olivier, je pense que tu aimes bien aussi, par exemple. Oui, très bonnes enceintes. Ouais. Donc, Oui, tout à fait. Après, il y a une course un petit peu... une surenchère, on va dire. Une surenchère technique Voilà. qui est évidente, que ce soit à la fois sur la rigidité des coffrets. Alors bien sûr, un coffret en aluminium, il va être parfaitement inerte par rapport à un coffret en bois. Ça se comprend. Pareil au niveau des membranes et des rigidités de membranes, le beryllium étant le matériau le plus dur dans la table de Oui. Mendeleïev. Donc forcément, on peut essayer de coller un petit peu aux résultats scientifiques et de se dire, bah tiens, si je mets un haut-parleur en beryllium dans une caisse en aluminium, normalement, je devrais avoir le meilleur son possible. En même temps, bon, ça fait des solutions extrêmement coûteuses et il y a peut-être des solutions plus malines qui permettent Voilà. d'obtenir un résultat assez proche avec Oui. un coût final nettement moindre. Et tout bah, est c'est- Donc, une essayons question aussi d'échelle. d'être malins Ouais. sur les Oui, choix ben techniques. voilà. Tout est Voilà. une question d'échelle. Si à partir de, Oui. si vous faites une ébénisterie classique, on va dire, qui réduit le son de 40 décibels et que l'oreille humaine est incapable d'entendre ce son, à quoi sert une ébénisterie qui va faire du moins 60 décibels? Nous C'est sommes tout d'accord. simplement ça. Hein. Voilà. Mmh. Bah, Par voilà. exemple. Pourquoi acheter une voiture qui monte à 300 alors qu'on est limité à 130? C'est Pour un se petit faire peu les mêmes. plaisir. Là, c'est autre Voilà, chose. bah, C'est c'est autre ça, chose, c'est ça. Mais c'est c'est autre plus de chose parce que l'acoustique. la voiture, vous la conduisez. Vous participez au résultat. Une enceinte acoustique, comment dirais-je, je C'est sais que passif. certains Ouais. considèrent Ah, leur tu la places, chenille. tu Voilà. choisis tes pieds, Voilà. Exactement. Mais enfin, tu c'est fait choisis où rapidement tout placer ça. les câbles, Oui, tu les oui. mets en suspension, les Oui, oui, câbles, mais Les tout ça détails ont sert de à rien, mais l'importance. Les c'est, détails voilà, ont ça beaucoup prend. d'importance. Oui, mais une fois que tout ça est fait, on passe à autre chose et on écoute de la musique et finalement, on n'a plus Oui. aucune action sur le résultat. C'est la On différence. écoute de la musique, on n'écoute pas. Hein. Les Bah, audiophiles, Oui. on connaît, hein, ils Oui. écoutent leur Leur système, système. plus que Ouais. la Voilà. musique. Hein. Moi, j'écoute Ouais. de la musique. Vous aussi. Savez-vous à propos des caisses en aluminium, saviez-vous que il me semble que c'est Magico, si je ne dis pas de bêtises, était une boîte à l'origine qui faisait qui travaillait le métal. Et ils Oui, se alors sont je dit crois à que un c'est moment le donné, cas tiens, pour et la si on marque faisait des enceintes? YG. Je crois que Ouais, c'est ou le cas YG, pour la ouais. marque YG qui fait Oui, c'est peut-être même qui YG, oui.
qui fait de l'aluminium, des plaques d'aluminium Voilà, à voilà, l'origine et qui s'est dit, bah, tiens, je vais en voilà, faire exactement, des enceintes. Mhm. Tout à fait. exactement. C'est avec toute cette discussion, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est repositionner ça d'un point de vue pragmatique, si Ben, vous bien me sûr, permettez. Mhm. ben, c'est ça. Et justement, si on positionne tout cet échange par rapport à la Davis Acoustics Eva, Eva, un produit à 180 € la paire, à qui il manque un tout petit peu d'énergie dans le grave. Pour ces 180 € la paire, qu'est-ce qu'on peut lui, chez Davis, qu'est-ce qu'on peut lui associer comme caisson? Qu'est-ce que Thomas, Olivier, vous conseilleriez à un potentiel acquéreur? Qu'est-ce que vous Alors conseilleriez comme caisson? Moi, je pense qu'un caisson moi, Davis, ça serait une bonne idée. J'aime bien Vélodine, par exemple, mais non. On J'aime pas conseille le. Vélodine, mais bon, On Vélodine, conseille, c'est chacun fini. son truc. on non, moi, conseille je le. conseillerais tout simplement de monter en gamme. S'il manque, Oui, c'est vrai que c'est s'il manque le je gramme. sais pas, quelques de graphes, par exemple, c'est de passer sur le modèle suivant. Éventuellement chez le même constructeur, bien sûr, mais qui donne un petit peu plus. C'est le cas de la Baltus 30. Après, il y a aussi une autre enceinte qui est très intéressante dans notre gamme, qui est l'Olympia One Master, euh, qui, euh, qui, euh, qui n'a pas justement ce petit manque de graphes que peut avoir l'EVA et Mhm, qui aura aussi un petit peu plus de définition et avec un tweeter qui va filer un petit peu plus haut. mhm. Dans un contexte home cinéma, Olivier, qu'est-ce que tu conseillerais pour avoir un système homogène? Et en fait, c'était à la base ce qu'on s'était dit concernant Eva, c'est-à-dire aujourd'hui dans une installation, une home cinéma type 7.1.4, 11 Eva et un caisson, c'est quelque chose qui est hérétique ou c'est quelque chose qui pourrait être envisageable? Ah non, pour moi, ce serait tout à fait envisageable Complètement. d'utiliser les mêmes enceintes. C'est Mhm. pour moi ce qu'il y a de mieux pour le home cinéma. Après, l'enceinte EVA, alors vraiment, c'est un petit prix. Mais dernièrement, on a lancé, On a une gamme cinéma surtout. Ouais. on a une gamme cinéma et surtout, on a lancé un nouveau produit, une petite colonne qui s'appelle la Mani MK2 et qui, elle, se suffit à elle-même, qui a du grave, qui a de l'aigu, de l'extrême aigu, etc. Et surtout qui est très, très dynamique et qui peut, à mon avis, beaucoup plaire pour le home cinéma. Tu veux dire que on pourrait avoir donc un contexte LCR, donc left, center, right, à base de ces petites manies, donc Voilà, des tout à petites fait. colonnes. Ce sont des deux voies, trois voies. Des trois voix, trois voix. Oui. Alors c'est là où c'est assez étonnant, c'est on a préféré associer, ne pas privilégier justement, on en parlait tout à l'heure, le rendement, mais plutôt la cohérence La d'ensemble. maîtrise. Donc on a une colonne trois voix, trois haut-parleurs avec deux 17 et un tweeter avec une amorce de pavillon. Et ça, c'est ce qu'on appelle, nous, chez nous, le haut rendement maîtrisé. Mhm. C'est-à-dire qu'on n'atteint pas du 96-97 dB, mais on est plutôt autour de 92 dB. Et on a un son parfaitement cohérent et très dynamique. C'est une trois voies ou c'est une deux voies et C'est demie? une 3 voix. C'est une Trois voix. vraie Olivier, tu trois voies. confirmes, hein, 3 voix. D'accord. Euh, et donc Forcément, en fait. cette manie combien tu as dit, Olivier? Alors, on est sur 800 €, c'est Thomas qui répond, donc 800 € la paire. 800 € la paire. Et c'est toujours vendu par paire ou éventuellement si tu veux faire un LCR, donc où il en faut 3. Ah non, 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 c'est emballé à la pièce, donc On peut éventuellement on peut les s'arranger. vendre Ouais. par trois pièces. Enfin, par pièce. C'est vrai.
Eh ben, C'est pas cher, hein, ça, c'est pas cher. Hein. non, c'est pas cher. Non, pour une 3 voix, Et c'est, comment dire, ça pourrait se marier donc avec les EVA en latéral et en height. Alors, forcément, il y aurait un réglage à faire, mais pourquoi pas? Oui, Pourquoi pas? Tout à fait. c'est possible. D'accord. C'est-à-dire Alain, que tu... maintenant, oui, moi, je dois dire que je me suis dit en écoutant les petits Eva, bon, moi, à la maison, j'ai une paire de gros moniteurs professionnels passifs de la concurrence. Ce sont des grosses enceintes passives Divatec qui ont été conçues à l'époque par la branche pro d'un de vos concurrents qui était Focal JM Lab. Et haut-parleurs Kevlar aussi d'ailleurs, et qui sont vraiment excellentes. Et je les fais marcher avec, j'ai plein d'amplis parce que bon, c'est une passion. Mais j'ai essayé les petits EVA en surround. J'ai donc enclenché le Odyssey, j'ai fait le réglage, franchement, impeccable. On peut regarder la gare des étoiles, ça marche, hein, ça fuse derrière. Hein. Et sans aucun problème, et finalement, sans grande frustration, parce que autant les voix avant doivent descendre et tout, la centrale aussi. La centrale est une enceinte très importante au cinéma. Il doit avoir une bande passante énorme, il se passe tellement de choses là-dedans. En revanche, franchement, les surrounds, même pour l'écoute de musique, hein, elles n'ont pas besoin de descendre dans les tréfonds du grave. Hein. Bah, c'est sûr, d'autant plus qu'en principe, bon, elles sont assez collées au mur. Oui, et que ça augmente le niveau de grave. Donc, les EVA en voie arrière, moi, je le conseille même assez souvent à des gens qui ont des enceintes qui m'appellent des enceintes de chez nous, d'une autre gamme, et qui ne veulent pas se ruiner. Ça, je suppose que c'est un produit qui est souvent associé, donc avec des enceintes frontales un petit peu plus ambitieuses. Bah, le modèle S, il est à combien? Le Onwall modèle S par rapport à Eva? Alors, le modèle S, le prix public, c'est 570 € la paire. D'accord, donc c'est quand même le double, plus du double des EVA. Ouais, c'est plus du double. Cyril, c'est toi qui avais utilisé les EVA en height, c'est bien ça? Ouais, je les avais utilisés en Atmos, mais c'était dans une configuration particulière parce que mettre ça au plafond, c'est un peu déguiser la pièce. C'était une pièce un peu particulière qui était coupée, où j'avais coupé un mur, donc je pouvais les cacher. Donc j'avais utilisé dans ces cadres-là, mais là actuellement, là, dans ma configuration, j'ai les modèles S, là, j'ai les Davis en surround arrière. Les modèles S, d'accord. Ouais, tout à fait, oui. Super. Donc, par contre, elles ont un grand rendement. Il n'y a pas besoin d'un gros ampli pour qu'il y ait du son. On voit qu'il y a une grosse différence à l'ampli. Elle doit faire 93 dB, 94, quelque chose comme ça. J'ai ici une question de Karim qui n'a pas pu se joindre à nous. Il m'a envoyé 5 questions. Dans la catégorie bibliothèque, Davis a plein de petits modèles très proches avec un 13 cm. Quelle différence entre eux? Alors, essentiellement le design. Et essentiellement le design, il doit parler de l'enceinte Mia 20 que l'on a décliné aussi en plusieurs finitions. C'est essentiellement la construction de la caisse et donc l'aspect visuel. Mais sinon, on est très proche techniquement de l'enceinte EVA. Et si on compare avec nos gammes de bibliothèques, donc qui sont Baltus 30 ainsi que Olympia One Master, Courbet 3. Évidemment, là, il n'y a plus aucun haut-parleur ni composant du filtre qui est similaire. Donc, si c'était à cette question-là il fallait répondre. La question 2, est-ce qu'il y aurait un caisson spécifiquement conçu pour aller avec ou prévu bientôt Karim ayant testé les EVA. Le bas 177 s'y prête parfaitement avec un 25 cm.
Il a été conçu pour fonctionner avec beaucoup d'enceintes de notre gamme. Il y a aussi le Basson 88 qui est plus fraîchement arrivé avec un 31 centimètres cette fois. Donc là, c'est à associer peut-être avec des enceintes un peu plus puissantes. Je prendrais donc le Basson 77 pour répondre à la question de Ouais. Karim. D'autres enceintes EVA un peu plus grosses que prévu bientôt? Olivier? Non, pas de grosses enceintes EVA de prévu. D'accord. Différence entre les MIA30 et EVA? Alors, il y a une partie design, une partie finition, une partie aussi, si vous regardez bien justement tout à l'heure, il y avait une réflexion en rapport avec le côté nordique, avec un regret de pas avoir le tissu gris. Et bien, vous pouvez l'avoir sur la Mia 30. Cette fois, vous avez la façade blanche avec le tissu gris. Donc la finition est vraiment très, très jolie sur les Mia 30 effectivement. Et Voilà, puis, donc le bois est le même que sur les EVA que vous avez reçus. Light Oak, on appelle ça. Dernière question de Karim, elle est un petit peu délicate. Les filtres des Olivier. EVA sont très qualitatifs. Est-ce qu'on va assister à une montée en gamme générale au niveau des filtres? Parce qu'il y a eu plusieurs personnes sur le forum qui semblent avoir été surpris des filtres un petit peu... Perfectionné pour ce prix-là, on va dire. Ouais, difficile de mettre des composants plus haut de gamme pour ce prix-là, quoi. C'est toujours le même souci. Techniquement, je dirais que la complexité du produit, elle est dans la construction de ce filtre qui n'est pas un filtre simple. Mais on ne peut pas mettre des composants de plus haute qualité pour ce prix-là. Après, si vous voulez vraiment une petite enceinte bibliothèque haut de gamme chez nous, comme je le disais tout à l'heure, il y a l'Olympia One Master qui, elle, a des filtrages en l'air avec des condensateurs haut de gamme, des selfs haut de gamme, des résistances haut de gamme, où le filtre, il est câblé en l'air. Tout est fait en France, et là, forcément, c'est pas non plus le même prix. Donc, du coup, on passe non pas on est non pas sur une ébénisterie en vinyle, mais sur une ébénisterie en bois véritable. Il y a aussi la copine, effectivement, qui est la Courbet 3, un produit très proche, où là, il y a aussi le tweeter avec une double aération, avec une chambre à l'arrière, mais on n'est plus du tout sur la même gamme de prix. Pour ce prix-là, de 200, alors c'est 240 € le PPI, le prix public indicatif, et on la trouve à 180. Elles n'ont pas démarré à 180. Merci Thomas. Il est impossible de trouver une enceinte avec des composants plus haut de gamme. C'est pas possible. En fait, ce qui a été, si la mémoire est bonne, et elle est bonne en général, c'est ce qui était critiqué sur le forum au sujet de certains filtres, de certaines enceintes Davis. C'était plutôt beaucoup moins les composants qu'un montage un peu à l'arrache. C'est-à-dire que composants câblés en l'air, oui, mais quelqu'un avait mis la photo du filtre d'une de ces enceintes. C'était un peu noyé dans la colle et un peu fait comme ça, alors que on pourrait imaginer quand même une plaque de bois soignée avec des trous, avec des serflex. Je t'arrête tout de suite. Je pense qu'il s'agit d'un modèle quand même très ancien. Ah, d'accord. Je pense au moins une quinzaine d'années, voire un petit peu plus. Oui, d'accord. Donc maintenant, vous faites des belles plaques en bois. Maintenant, voilà, on fait des belles plaques en bois. Pour tenir les condensateurs et tout ce qu'il faut. Oui, exactement. Bon. Voilà. Exactement. Non, parce que là, c'est vrai, le filtre, quand on l'a vu, je me suis dit, merde, je fais mieux moi-même. C'est pour ça que Hubert et moi, quand on a ouvert la EVA, on a été bluffé par le filtre, parce que le filtre de l'EVA est vraiment impressionnant, et d'autant plus impressionnant pour le prix. Messieurs, par contre, je le répète, la qualité intrinsèque des composants, c'est autre chose. Pour ce prix-là, on ne peut pas, c'est impossible. Ah non, bah non.
Messieurs, on a presque atteint notre limite de temps qu'on s'était imparti. Il nous reste encore deux questions, plus le tour de table. En lisant le mode d'emploi de l'EVA, j'ai vu que à un moment donné, on parlait d'un rodage du produit. Olivier, est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Pourquoi le rodage d'un produit? Pourquoi le rodage d'un haut-parleur? Oui, alors Ah, je dirais sur le modèle EVA, le rodage est relativement rapide. Je ne l'explique pas, mais il y a des haut-parleurs qui se rodent plus rapidement que d'autres. Et c'est le cas de l'enceinte EVA qui se rôde très, très facilement. Avant de vous l'envoyer, je crois que je l'ai laissé fonctionner pendant toute une nuit, mais j'étais sûr le matin en arrivant que l'enceinte, elle serait quasiment parfaitement rodée. Il y a d'autres haut-parleurs avec des suspensions un petit peu plus rigides qui, elles, nécessitent un rodage un petit peu plus long. pourquoi un rodage d'un haut-parleur? C'est pour assouplir la C'est suspension? ouais, c'est essentiellement. Alors, c'est pas vraiment la suspension qui va s'assouplir, c'est plutôt le speeder, donc une pièce qui se trouve à l'arrière, qui Mhm. Ouais. sert à la fois de centreur et de force de rappel à la membrane. C'est souvent elle qui a besoin d'être rodée pour atteindre un niveau et après ne plus bouger. Et si vous voulez, ça se voit assez facilement en établissant les courbes d'impédance de l'enceinte, où on voit qu'entre l'enceinte neuve et l'enceinte qui a travaillé plusieurs heures, la fréquence basse, la fréquence de résonance, pardon, euh, de, de l'enceinte, eh bien, elle a tendance à baisser un petit peu. Et parallèlement, bah, on l'entend avec un graphe qui est un petit peu plus présent une fois que l'enceinte elle a subi ce rodage. Donc, d'une façon générale, tu conseillerais pour chaque produit, chaque enceinte achetée, euh, évidemment pour les dévices, mais d'une façon générale, de faire un rodage de Non, l'enceinte. alors non, je conseille pas de rodage particulier. Je demande simplement aux gens qui achètent une enceinte d'attendre un petit peu avant de faire une écoute Et une précise. conclusion. Oui, tout à fait. Mais l'enceinte, on peut la faire fonctionner assez fort dès le démarrage. C'est vrai Il y a qu'en la mettant à très bas niveau, forcément, ça va être plus long aussi, je pense. Olivier? Oui, Oui. Donc, pas forcément, il n'est pas forcément nécessaire de roder n'importe quelle enceinte. C'est- voilà, on n'est pas obligé de mettre un disque de rodage. Ah, surtout pas. On peut écouter de la musique dès le produit neuf déballé, sachant qu'il va falloir un certain temps pour que le niveau de grave que souhaité apparaisse. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Après, Mais ça il ne y a joue des pas petites. dans le médium aigu. Pardon? Ça ne joue pas dans l'aigu et dans le médium. Ça doit jouer Indirectement, aussi un petit peu indirectement, puisque quand on augmente le niveau le de grave grave. Ah d'une oui, enceinte, oui. eh ben, le niveau du médium et de l'aigu, à l'écoute en tous les cas, diminue. Donc l'équilibre général de l'enceinte sera meilleur après plusieurs heures d'écoute. Voilà, c'est ce qu'il faut en retenir. Euh, j'ai une question un petit peu particulière. Là, on a abordé la notion de rodage. On peut aussi, par extension, parler de la notion d'hygrométrie. Est-ce que l'hygrométrie, d'une façon générale, peut avoir un impact sur une reproduction sonore dans ton expérience Le Olivier? taux d'humidité dans Oui, une pièce, oui, oui. c'est compliqué à dire. Je dirais que l'hygrométrie, elle va surtout jouer sur la durée de vie de l'enceinte. Ah oui. Moi, j'ai des C'est clients les membranes papier. Oui. soit près de la mer avec des membranes papier Oui. ou dans des pays tropicaux où là, effectivement, si la pièce n'a pas
un déshumidificateur d'air, ça peut poser des soucis. Mais sinon, non, nous, dans un climat plutôt tempéré comme en France, On a rarement de je ne problème, crois ouais, pas c'est vrai. que les problèmes soient particulièrement importants. Non, puis de toute D'accord. façon, avec les membranes en Kevlar, carbone et tout ça, ce sont des matériaux qui sont d'ailleurs Inerte. utilisés, Ouais. qui Ouais. sont utilisés très largement dans l'automobile et pour de bonnes raisons. Un haut-parleur dans une portière de voiture se ramasse une amplitude en taux d'humidité et en température absolument colossale que jamais une enceinte ne rencontrera dans un intérieur. Et donc, quand tu as un haut-parleur en Kevlar dans une voiture, il ne bronche pas. La membrane, elle est imputrescible. Elle est imputrescible, voilà. C'est la tôle de la voiture qui va mourir. Il va rouiller avant. Et comme les bobines maintenant sont souvent des supports alu ou pareil en matériaux qui n'ont rien à voir avec l'humidité et que les fils de bobines sont vernis, finalement, les haut-parleurs modernes sont tropicalisés dès leur fabrication. Oui, dans l'ensemble, pas dans la totalité, mais dans l'ensemble. Dans l'ensemble, il reste les borniers. Bon, je parle assez savamment de cette chose-là parce que je passe une partie de ma vie au Brésil, au bord de la mer. Et alors, je peux vous dire que ce qui trinque le premier, c'est des suspensions de certains haut-parleurs qui partent en cacahuète et les borniers qui sont rongés par le verre de gris. Mais les haut-parleurs modernes, eux, ils ne trinquent pas. Parfois la suspension. Mais sinon, pas de problème. Toute dernière question. Aujourd'hui, Davis Acoustics, entreprise française, est-ce que vous êtes présent à l'extérieur sur le marché? Sur quel marché, si vous pouvez nous le dire? Oui, bah écoute, on fait à peu près un tiers du chiffre d'affaires à l'export. Avec comme marché la Chine qui se développe bien. Il y a l'Inde aussi qui est un gros consommateur de home cinéma et qui sont aussi des marchés qui nous obligent à faire des produits un petit peu adaptés, oui, effectivement. comme par exemple les enceintes home cinéma, des enceintes avec des chambres de compression, des encastrables, des on-wall, etc. Un tiers du chiffre d'affaires de Davis Acoustics est réalisé à l'export? Oui, tout à fait. Alors là, bravo. Bravo. C'est belle réussite. Je ne vous envie pas parce que ça ne doit pas être facile tous les jours, d'autant plus lorsqu'on a des clients chinois et indiens, 2 pays où j'ai travaillé. C'est pas vraiment très, très simple, donc bravo à vous. Merci beaucoup. Merci. Ok, écoutez, on a dépassé de 8 minutes le maximum qu'on s'était imparti. On va faire un tour de table. Alain, est-ce que tu aurais quelque chose à dire, une question à poser? Non, une question, non, j'ai hâte d'entendre le vaisseau amiral. Oui, perso aussi, je ne sais pas pourquoi, mais celui-là, il me plaît bien. Et aussi hâte d'entendre la Nikita 3 avec son Twitter à Dome. Voilà. D'accord, on peut vous donner de bonnes adresses. Juste comme ça, les artisans du son à Mulhouse. C'est beaucoup trop loin de chez moi. Ouais, on travaille avec eux, par exemple. Ouais, pas de souci. Ok, puisque moi-même, je suis actuellement à Mulhouse. Moi, je suis normand, donc. Ouais. Parisiano-normand. Hubert, tu sais où on va aller faire un petit saut, puisque Hubert est en Alsace également. Oui. Cyril, est-ce que tu as une question ou un commentaire ou quelque chose à dire? Non, rien de particulier. Tu avais parlé des questions que j'avais anticipées. Enfin, je voulais poser sur le rodage, sur l'humidité, enfin l'hygrométrie. Non, j'ai rien de particulier. Hubert? Un
truc intéressant juste pour moi. Le speeder est une pièce qui est très touchy. Est-ce que vous le fabriquez vous-même, vos speeders, ou vous achetez des tissus chez des faiseurs Non, qui alors font ce type j'ai de... deux fournisseurs D'accord. européens pour les speeders. Allemands Et notamment? les speeders, c'est une pièce qu'on connaît, enfin que le grand public connaît assez peu Oui, et qui en réalité est assez importante. Donc on tout à travaille fait. Tout à fait. en collaboration avec eux sur des speeders de nouvelle nature. Certains sont assez intéressants. Ouais. L'un des deux est-il allemand? Allemand, non, oui. Jawohl. Ah, Ah, oui, voilà. le célèbre, ouais. Qui D'accord. fournit quelques très très grands fabricants de. Voilà, et c'est un fournisseur historique aussi Ouais. pour nous. On a toujours travaillé avec Ok, ce fournisseur. d'accord. Et sinon, grand merci pour toutes ces précisions. Ah oui. Oui, Ce temps passé très agréablement. Merci à c'est vous, un podcast aussi. Particulièrement Ah oui. intéressant de mon point de vue également. Olivier, Thomas, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose Non, simplement te remercier l'ensemble des participants et HCFR pour avoir testé le produit. On est content même du test qui a été réalisé. Tout à fait. On a trouvé que c'était très sérieux. Ça fait assez plaisir. Et comme on se disait avec Thomas, si à l'avenir vous souhaitiez écouter de nouveaux produits, on pourrait tout à fait refaire ce deal ensemble avec grand plaisir. plaisir. Avec grand Avec grand, plaisir. Et grand merci. plaisir. Merci oui, pour votre très invitation. intéressé. Oui, oui, oui. Thomas, Un tu peu de voulais... gamme, un produit un peu plus haut de gamme, ouais, Oui. très intéressant. On ne va pas évoquer cela ici maintenant. Thomas, tu voulais Mais je voudrais dire vous remercier aussi pour votre invitation et puis aussi de nous permettre de nous exprimer sur des choses qui sont pas forcément explicables, par exemple dans un catalogue ou sur un site, Oui. sur notre savoir-faire et puis toutes les complexités du métier. Et puis merci d'être passionné aussi, hein, ça se sent bien dans vos propos. Ce sont des échanges riches, donc ça c'est très intéressant. On est friands. Merci de nous inviter une prochaine fois. Eh bien, écoutez, merci à vous, merci Olivier Visan, merci Thomas Gerber, merci à toi Alain, merci Cyril, merci Hubert, et je vais clore donc ce podcast HCFR dédié à Davis Acoustique. Merci et à bientôt. I am not a stranger to excuses. Burned me once or twice. I